Alors voilà, on a une image Adobe RGB. Bon, il se trouve qu'elle peut contenir 32 000 nuances par couche, mais au niveau des couleurs, ça change rien. La profondeur de pixels, 16 bits par couche ou 8 bits par couche, c'est pour le nombre de nuances, la gradation, la subtilité des nuances dans les images. Mais le fait que ce soit du 16 bits par couche ou du 8 bits par couche ne change rien du tout au fait que c'est l'espace couleur Adobe RGB. Donc, par rapport à ce que l'œil humain peut voir, il y a un certain pourcentage. Alors, la question que vous ne m'avez pas posée, c'est comment se fait-il qu'on ne fait pas des appareils qui sont capables d'afficher toutes les couleurs que l'œil humain peut voir? Eh bien, en fait, c'est impossible, mais on ne sait jamais, la science nous réserve des surprises. Mais actuellement, c'est impossible pour la bonne raison que les couleurs, elles sont faites en mélangeant 3 lumières, rouge, vert et bleu, qui font partie du spectre des couleurs visibles. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3 primaires. C'est en mélangeant en différentes quantités ces 3 primaires qu'on recrée toutes les couleurs que le moniteur est capable d'afficher et qui, sur le schéma ici, sont situées dans le triangle qui relie les 3 primaires. Encore une fois, c'est une vue en coupe d'un espace tridimensionnel. En réalité, c'est une représentation volumique de ce que l'œil humain voit, en fait. Hein. C'est un schéma en 3D, en fait. Hein. Mais ici, pour simplifier, on en fait une vue en coupe et c'est ça qu'on montre dans les magazines pour comparer les performances d'appareils. Et donc, voilà, puisque si on voulait que l'appareil reproduise toutes les couleurs vues par l'œil humain, il faudrait que les primaires sortent du schéma, qu'on ait des couleurs super saturées qui n'existent pas dans la réalité et qui soient capables d'englober avec un grand triangle tout ce qu'on voit là. Mais ça n'existe pas. Les couleurs utilisées par les moniteurs et les appareils photo aussi, c'est le même principe, et les capteurs utilisent le RGB. Donc tout ça, ce sont les couleurs de la réalité, et donc on est limité. Il y a d'autres schémas qui permettent qui superposent tous ces petits triangles, et c'est là que vous comprenez quel est l'intérêt du diagramme de chromaticité. C'est pour comparer des performances d'appareils. On vous compare par exemple ici le sRGB avec le Adobe RGB. Et un autre espace couleur plus marginal, moins utilisé. Alors, vous allez prendre le pinceau et vous allez choisir une couleur en cliquant sur donc l'échantillon de couleur ici. Donc, vous prenez le pinceau tout à fait normal. Le pinceau, on a dit. Oui, le pinceau. Vous prenez une couleur. Alors, je vais vous demander d'utiliser des couleurs qui ne sont pas trop pures. Sinon, pour la démonstration, ça va un peu foirer. Il vaut mieux faire des couleurs qui sont des mélanges, comme par exemple, qui sont subtiles. Je vais faire ça avec une brosse à bornette, comme ceci, voilà, bêtement. OK, je vais en prendre une autre ici qui va être plutôt du brun un peu foncé. On va faire comme ça, voilà. Là, on voit peut-être pas trop la différence. Je vais passer à du bleu pour celle qui est juste là à côté. Voilà, du brun. OK. Ben, ça, c'est bon. Et je vais enregistrer l'image, enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, dans un dossier que je vais créer et qui va s'appeler Gestion des couleurs. Et je vais lui donner le nom Test 1 Adobe RGB. Regardez ce qui se passe dans la boîte ici. Vous avez ceci qui est d'office coché pour indiquer que dans l'image, dans ce qu'on appelle les métadonnées de l'image, il va être indiqué que c'est du Adobe RGB. Pourquoi? Pour que quand un logiciel qui est capable de faire de la gestion des couleurs, comme tous les logiciels Adobe ou d'autres marques, va ouvrir cette image, il va d'office repérer que c'est une image qui est prévue pour des matériels Adobe RGB.
Donc, c'est dans la boîte d'enregistrement. En bas, il est indiqué profil ICC, Adobe RGB. Ben, il faut, hein, parce que vous imaginez bien que si votre image, bon, ben, elle utilise trois lumières, rouge, vert, bleu. Mais ce sont trois lumières rouge, vert, bleu qui ont une certaine coloration, celle du matériel Adobe RGB. Si on ouvre votre image Adobe RGB en considérant que c'est du sRGB, ce ne sont pas les mêmes vert, rouge et bleu, en fait. Et donc, vos couleurs se décalent. L'image ne sera pas affichée avec les bonnes couleurs. C'est ça qui se passe quand on ouvre une image qui est prévue pour un certain matériel. Donc, les primaires ont certaines couleurs et on l'ouvre comme si c'était prévu pour un autre matériel. Vous avez des décalages couleurs qui apparaissent. Donc, c'est super important. C'est pour ça que je fais la double sécurité ici. J'ai donné un nom à mon image, mais j'ai en plus indiqué dans le nom du fichier que c'est prévu pour du Adobe RGB. C'est une image qui s'affiche bien quand on la fait fonctionner dans les conditions Adobe RGB. Et en plus de ça, dans le fichier de l'image, il va être indiqué dans les métadonnées que c'est une image prévue pour être affichée sur du matériel Adobe RGB. Voilà. Alors, je peux vous montrer, ça vous ne faites pas, mais je vais vous montrer rapidement. Je vais aller dans le fichier ici de l'image et je vais changer l'extension. Est-ce que je l'ai fermé dans Photoshop? Non, je vais quand même la fermer dans Photoshop, c'est plus sûr. Juste faire un test ici. Si je change d'extension en .txt et que j'ouvre ce fichier texte, non, il va falloir que je le force à l'ouvrir avec TextEdit sur le Mac. Voilà. Donc ça, c'est l'image vue dans un traitement de texte. Color mode, trois couches, oui, hein, c'est 3 couches. Et profil Adobe RGB. Voilà, c'est là, oui. Donc, je vais la faire revenir avec le format PSD, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment inscrit dans le fichier de l'image. Et évidemment, ça ne s'affiche pas. Ce sont les données qui sont avant la description des pixels. Écoutez, on va dupliquer l'image dans Photoshop. On va faire image dupliquée. Image dupliquée. Et ici, vous allez indiquer que ça va être la version sRGB. Voilà, dans la boîte dupliquer l'image, vous indiquez sRGB. OK. Je vais la détacher. On est d'accord? Vous avez dupliqué l'image dans Photoshop par le menu Image dupliquer. Vous avez renommé l'image en indiquant que c'est du sRGB et non plus du Adobe RGB. Mais évidemment, pour l'instant, c'est toujours du Adobe RGB. Mon but est maintenant de la convertir vers le sRGB. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. On va adapter l'image vers une utilisation sur le web. Si on doit, au départ de nos images riches, en faire une version pour diffuser sur le web, même chose si vous envoyez ça vers un labo photo en ligne, en général, il fonctionne selon la norme sRGB. Puisque c'est pour le grand public et que le grand public fait des images sRGB. Voilà, on fait la conversion on travaille sur l'image de droite et on va dans le menu Édition, Convertir en profil. Édition, convertir en profil, ne confondez pas avec attribuer un profil, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est Édition, convertir en profil. Et vous allez décider que cette image qui actuellement est Adobe RGB, l'espace source, va devenir une image sRGB. Donc, ce sera toujours une image RVB. Les deux vont être des images RVB, mais il y en a une qui est prévue pour du matériel performant et l'autre pour du matériel bas de gamme. Vous cliquez sur OK et voilà.
Et moi, je suis en mode saturation tout le temps. En CEGN, oui, Oui, tout le monde était en CMJN, il a fallu choisir dans la liste sRGB. Édition, convertir en profil, sRGB à cet endroit-ci. Tu es en saturation ici? Ok. Ça, c'est un mode qui est utilisé, ouais, c'est ce qu'on appelle le gamut mapping, la transposition d'espace couleurs. Suivant qu'on travaille sur un logo et qu'on veut conserver la saturation, quitte à ce que les couleurs changent, ou qu'on travaille sur une photo et qu'on veut plutôt conserver les relations entre les couleurs, on va choisir l'un ou l'autre. Sachez simplement que pour une photo, on va souvent choisir perception, en fait. Mais vous pouvez rester en colorimétrie relative, ça marche aussi, mais on va éviter saturation. Mais ça n'a pas une grande importance. Quelle est la méthode de mappage des couleurs qui est utilisée pour la démonstration ici? Tout va marcher du moment que vous choisissez que le profil de destination soit du sRGB. Voilà. Et il est maintenant indiqué sRGB en bas à gauche. Si c'est une image à diffuser sur le web, il faudra la convertir en 8 bits par couche. Le 16 bits par couche ne passera pas, mais on peut le laisser comme ça pour l'instant. Voilà, donc certains parmi vous ont sRGB qui est indiqué, et d'autres ont RVB sans description qui est indiqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous travaillez sur un écran sRGB et que ça ne sert à rien de faire une simulation d'affichage, puisque votre écran étant sRGB, l'image étant sRGB, les pixels de l'image sont envoyés directement à l'écran. Il n'y a pas besoin de faire une simulation. Je vous rappelle que dans les fenêtres ici, ce sont des simulations de périphériques de sortie. L'image de gauche, c'est une simulation d'un appareil Adobe RGB. L'image de droite, c'est une simulation d'un appareil bas de gamme sRGB. Mais si votre écran est actuellement sRGB, que vous avez un écran bas de gamme, c'est possible qu'il soit indiqué RVB sans description. Mais la conversion, c'est quand même bien faite. C'est en réalité une image sRGB. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, c'est pour les deux. Tu ne vois pas de différence? Si, là, oui, c'est pour mon écran. C'est énorme la différence. Non, je rigole, il n'y a pas de différence, non. Non, justement, parce qu'en fait, le but de convertir une image, d'adapter une image pour un certain périphérique, c'est de faire en sorte que les couleurs restent les mêmes. Hein. La gestion des couleurs, c'est le but ultime. C'est faire en sorte que les couleurs ne changent le moins possible quand on passe d'un périphérique à l'autre, même si on passe vers un périphérique qui a moins de performance. On va bidouiller, faire des choses pour que les couleurs semblent ne pas changer trop. Eh bien là, on va mesurer justement, parce qu'en fait, vous avez deux images qui ont l'air complètement identiques et pourtant elles sont prévues pour deux matériels différents. Eh bien, je vais prendre la pipette et on va les pipeter. Donc tout le monde s'est bien entraîné hier soir pour pipeter, comme j'avais dit? Non, je rigole. Alors, vous faites fenêtre. Arrêtez de me faire rire avec vos bêtises. Fenêtre information. Fenêtre information, les informations sont là. Vous voyez la palette d'informations? Bien. Bon, ben, pour que ce soit plus facile, je vais mettre les deux images l'une au-dessus de l'autre, en fait. Voilà. Donc la sRGB en bas, la Adobe RVB au-dessus. OK. Eh bien, vous allez mesurer. La première couleur ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie RVB ici. Pourquoi est-ce que ça m'indique du CMJN? Ça m'indique simplement ce qui va arriver si je convertissais cette image pour l'imprimer. Mais ça, vous vous occupez donc pas de cette partie-là CMJN. C'est une image RVB. Donc, je mesure, par exemple, mon premier vert ici, 158, 169, 40. Et en bas, 155, 171, 0. Donc, vous voyez un truc bizarre quand même. La même couleur et des valeurs RVB différentes. Et pour le bleu ici, je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule, comme ça j'ai le pointeur précis de la pipette.
46 114 153, 0 114 156. Le brun, 131 117 75, ici en bas. 137 118 71. Le rose, je termine par là, évidemment, 171 23 203. Et ici, 216 208. Le blanc, là, le blanc dans les espaces couleurs différents, c'est toujours du blanc. 255, 255, 255, même chose pour le noir d'ailleurs. C'est entre les deux que ça change. Mais il y a quand même des choses qui ne changent pas, c'est que le blanc est du blanc. Sur un moniteur. OK, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment où vous avez transformé l'image du bas pour qu'elle fonctionne pour du matériel sRGB, le système de gestion des couleurs a fait en sorte que les couleurs restent le plus proche possible de ce qu'elles étaient dans l'original. Et pour arriver à faire ça, eh ben, il a fallu changer les quantités de rouge, de vert et de bleu, puisque ce ne sont pas les mêmes rouges, verts et bleus dans le sRGB et dans le Adobe RGB. Le vert n'est pas le même, le rouge non plus. On dirait que c'est le même, mais il faudrait voir en 3 dimensions. Il n'est pas situé à la même hauteur par rapport au plan de coupe ici. Donc, en quelque sorte, ce ne sont pas les mêmes ingrédients de départ. Vous comprenez la logique? Donc, je prends parfois l'exemple de la soupe. Je vais vous expliquer. Imaginons, je fais de la soupe, j'ai une recette et je dois mettre 3 kilos de pommes de terre, 1 kilo d'oignons et 1 kilo de poireaux. OK? Et j'ai un certain goût au final. Avec mes 3 kilos de pommes de terre, je vais vous l'écrire ici parce que sinon, comme ça, vous pouvez noter pour faire la soupe ce soir. C'est surtout pour ne pas m'embrouiller dans mes explications, en fait. Donc, 3 kilos de patates. Et j'avais dit 1 kilo d'oignons. OK. Des oignons doux. 1 kilo de poireaux. D'accord? Et ça me fait une soupe avec un goût excellent. D'accord. Et puis, je vais la semaine suivante chez mon vendeur et je lui reprends la même chose. Sauf qu'il n'avait plus d'oignons doux, c'était des oignons forts. Et donc, évidemment, Burke. Donc, pour obtenir mon goût excellent, solution provisoire, en attendant que mon vendeur ait à nouveau, ça s'écrit comme ça, ouais, et avec un E, des oignons doux. Ben, c'est réduire la quantité d'oignons forts, évidemment. D'oignons, pas d'oignons insidieux. OK. Et donc, là, ça a l'air bête, mais ça permet de comprendre en fait que si vous avez des primaires différentes au départ dans vos images, primaire rouge, vert, bleu, pour obtenir la même couleur, vous êtes obligé de mettre des quantités différentes. Et c'est exactement ça qu'on a eu. Donc, 3 kilos de patates, mais un demi-kilo d'oignons forts et 1 kilo de poireaux, et le goût est à nouveau excellent, dans une certaine mesure. D'accord? Et c'est ça qu'on a, en fait. Hein. Quand on est passé de notre image Adobe RGB vers l'image sRGB, ce ne sont pas les mêmes ingrédients de départ, ce n'est pas les mêmes rouges, verts et bleus. Et donc, c'est pour ça qu'on a des valeurs RVB complètement différentes. Pour reproduire la même couleur, il ne faut pas la même quantité de rouge, de vert et de bleu. Et donc, on en arrive à ce que je disais tout à l'heure. Pour bien comprendre la gestion des couleurs, il faut faire la différence entre les couleurs qu'on voit et les couleurs encodées. Donc, on a ici les mêmes couleurs qu'on voit
et on n'a pas les mêmes couleurs encodées au même endroit. Le brun et le brun là sont les mêmes couleurs qu'on voit, et pourtant, ce ne sont pas les mêmes couleurs encodées. Il n'y a pas les mêmes quantités de rouge, vert, bleu. Et maintenant, si on enregistrait sur une clé USB et qu'on met ça sur un écran haut de gamme, tu peux leur monter une pick-up. Alors, si j'enregistre, oui, il y a moins de richesse dans l'image sRGB. Ça ne se voit pas ici parce que ce sont des aplats, mais il y a moins de richesse dans l'image sRGB que dans l'image Adobe RGB. Ça, c'est sûr. Oui, vous, ben ça, j'ai l'habitude que dans les centres de formation, on travaille sur des écrans. Ben, ceci dit, si vous étiez dans l'autre local avec les Mac, vous seriez sur des écrans meilleurs, en fait. C'est vrai que c'est un peu dommage pour une formation photo d'être sur des écrans sRGB, mais c'est les bases de toute façon. Mais idéalement, on aurait dû réserver ça plutôt pour faire du web, en fait. Pour faire du codage et vous faire travailler sur des écrans meilleurs. Mais c'est pas grave, toutes les techniques Photoshop qu'on a vues fonctionnent même sur des écrans de bureautique. Ok, donc si on enregistre cette image, enregistrer sous, voilà, je l'enregistre. Eh bien, il sera indiqué dans les métadonnées que c'est du sRGB. Et je vais en plus l'indiquer ici. Oui, c'est déjà fait, puisque quand j'ai dupliqué l'image, je l'avais déjà changé de nom. Donc, double sécurité, le nom d'image indique pour quel périphérique elle est faite. Elle est prévue, sur quel périphérique elle s'affichera bien sans avoir besoin d'être retriturée. On envoie les données d'image telles quelles sur un périphérique sRGB. Ça va s'afficher comme ça. On envoie ici les données de l'image Adobe RGB telles quelles, les valeurs RVB des pixels. On envoie les pixels sur un écran Adobe RGB. Ça va être nickel. On ouvre ça dans Photoshop. Ben, Photoshop repère de quel type d'image il s'agit et fait la simulation ici d'un écran bas de gamme et ici d'un écran haut de gamme. C'est ça qui est aussi compliqué à comprendre, c'est que Photoshop est assez particulier. Il agit comme un logiciel qui simule plein d'environnements. Il vous montre ce que ça donnera sur le périphérique final, ce qui est quand même utile quand on doit faire une retouche, notamment quand on retouche pour l'impression. On a une visualisation de la feuille offset dans la fenêtre ou de la feuille de l'imprimante jet d'encre. Alors, ce sont des techniques complexes. En général, quand je donne l'explication dans une école de photographe, on s'attarde là-dessus pendant quand même 4-5 heures à faire des tests. On fait des profils d'imprimantes et on prend le temps qu'il faut. Donc, mais ici, on ne va pas y passer 4-5 heures, ce serait prise de tête. Par contre, si vous voulez les enregistrements vidéo, ça, ils sont sur les disques durs. Ceux qui ont déjà pris les vidéos, vous les avez. Il y a ceux qui veulent se spécialiser là-dedans. Avoir ces compétences-là, il y a des possibilités. Vous avez aussi des bouquins, vous avez dit. Donc, il n'y a pas que mes vidéos, il y a plein de manières de se former. Et alors, si vous voulez inscrire sur un CV que vous maîtrisez cette technique-là, il faut absolument indiquer que vous maîtrisez les profils ICC. Le contrôle de la couleur, la gestion des couleurs avec les profils ICC. ICC, c'est la norme, en fait, parce que avant que ça n'existe, dans les années 80, en fait, c'était chaque marque avait son système de contrôle de la couleur, ce qu'on appelait des tables de couleurs. Mais à un certain moment, pour unifier les choses, Adobe, Apple, Heidelberg, donc un fabricant de presse, et encore quelqu'un d'autre, j'ai oublié, se sont mis ensemble pour faire une norme de description des périphériques, en fait, pour les images numériques. Et donc, ça veut dire International Color Consortium.
Et c'est basé sur les travaux de la Commission internationale de l'éclairage, CIE, qui, eux, datent des années 30, en fait, 1930. Où, pour que les designers dans le monde entier puissent parler des mêmes couleurs, ils ont pour la première fois mis au point un système de description scientifique de la couleur. La Commission internationale de l'éclairage. Et donc, le ICC, c'est l'adaptation pour le numérique. Ok. Bon, c'est la même page. OK. Donc, avant que la Commission internationale de l'éclairage ne s'y mette, en 1931, je pense. Commission internationale de l'éclairage, voilà. Avant qu'ils s'y mettent, c'était un peu la foire pour discuter des couleurs et il y avait des systèmes un peu empiriques, pas mis au point de manière scientifique. Et il y en a notamment un qui reste encore à notre époque chez les décorateurs, c'est le système Munsell. Donc il a survécu chez les décorateurs. Donc avant 1930, pour discuter de la couleur, il existait quand même des systèmes. Voilà, c'est un modèle couleur qui tient compte de la manière dont l'œil humain perçoit les couleurs, puisque l'œil humain est plus performant dans certaines couleurs pour distinguer des nuances que dans d'autres couleurs. C'est pour ça qu'on a une espèce d'arbre qui va un peu dans tous les sens, qui n'est pas uniforme. Ça tient compte de l'œil humain. Donc c'est le système Munsell, mais qui n'est plus utilisé en infographie, plus utilisé encore seulement chez les designers, chez les designers décoratifs, enfin la décoration. OK. Bon, ben avant la pause, on va juste voir un truc. Qu'est-ce qui se passerait si on envoyait l'image sRGB telle quelle sur un matériel Adobe RGB et qu'est-ce qui se passerait si on envoyait l'image Adobe RGB telle quelle sur un matériel sRGB? Donc sans qu'il y ait un logiciel qui entre en jeu pour faire une correction couleur à un certain moment. Donc sur un ordinateur, normalement, il y a ColorSync sur le Mac, ICM sur le PC, qui corrige les couleurs à l'affichage, qui tient compte des profils qui sont dans les images. C'est pour ça que tu me parlais d'un logiciel tout à l'heure qui, avec l'aperçu du Windows, c'était foireux et avec l'autre logiciel, c'était bon. C'est sans doute ça. C'est que l'autre logiciel tient compte du profil qui est dans l'image pour corriger son affichage sur l'écran. Non, mais c'est après calibration, Alors, je prends l'image Adobe RGB ici et je vais faire édition, attribuer un profil. Donc, pas convertir. Convertir, c'était pour transformer notre image d'en dessous pour l'adapter pour du sRGB. Ici, attribuer, c'est juste dire, on va pas changer les pixels, les valeurs vont rester les mêmes, mais on va dire, tiens, cette image, elle est prévue pour tel matériel. Donc, édition, attribuer un profil, et je vais dire, tiens, elle n'est pas prévue pour du Adobe RGB, elle est prévue pour du sRGB. C'est évidemment faux. Hein, c'est une erreur de faire ça. Parce qu'en fait, elle est prévue pour du Adobe RGB. Mais là, je viens manuellement d'indiquer qu'elle est prévue pour du sRGB. L'image d'en dessous, je fais l'inverse. Édition, attribuer un profil. Donc, pas convertir, mais bien attribuer. On ne change pas les valeurs RGB, on change juste le tag, l'indication de pour quel matériel c'est prévu. Et ça va forcément influencer la manière dont Photoshop va montrer les images, puisqu'il simule. Voilà. Adobe RGB. Donc, en bas, vous avez maintenant les valeurs de l'image sRGB, ce qui donne des bonnes couleurs sur l'image, sur du matériel sRGB. Voilà ce que ça donne sur du matériel Adobe RGB. On a un rose super saturé. Ça se voit encore plus sur mon écran ici parce que le projecteur désature. Et au-dessus, l'image qui était prévue pour du matériel Adobe RGB, voilà ce que ça donne sur du matériel sRGB quand on envoie les valeurs de pixels là sur du matériel sRGB. Donc, vous voyez, on les a décalées un peu chacune dans... Elles ont un problème là. Les couleurs commencent à être différentes.
Surtout dans mon cas, sur mon écran ici, le vert et le rose. Le bleu aussi, oui, le bleu. Évidemment, ici, on est dans la nuance, hein. C'est ça qui n'est pas toujours évident à comprendre, c'est qu'on est dans la nuance et que c'est pour ça que la gestion des couleurs a du mal à passer chez les professionnels dans les pays latins. C'est qu'on a pris le parti de dire, tant que c'est à peu près le même brun, le même bleu, c'est au bon ainsi. On n'est pas dans la nuance. Bon, il faut savoir aussi que quand même 8% des garçons blancs sont daltoniens. Ça n'aide pas. Donc, les garçons, ce qu'on appelle le type caucasien, donc, parce que c'est génétique, c'est chez le type caucasien et c'est chez les garçons que ça se rencontre le plus souvent. Chez les filles, 0,3 ou 0,5%, mais chez les garçons, 8%. Ça veut dire que dans un local de 20 personnes, ben, il y a quand même un ou deux daltoniens, quoi. Enfin, si c'est en supposant que ce soit des garçons blancs qui remplissent complètement le local. Sinon, si c'est mixte, il y a un daltonien statistiquement, ce qui n'est pas grave. On peut faire des choses bien, même en étant daltonien et même dans le monde du graphisme. Il faut juste éviter d'être électricien ou des choses comme ça parce que ça pose des problèmes. Ouais, parce que c'est sérieux, parce que normalement, les daltoniens ne peuvent pas faire électricien, parce que sinon, ils vont commencer à mélanger les fils, et ça fait des courts-circuits et ça fait des incendies. Mais bon, dans le graphisme, c'est moins dangereux. Si une couleur est pourrie, ça va, les gens ne tombent pas en arrière. Ils s'éloignent, mais ils peuvent pleurer, oui. Ah là, alors, je vais remettre en bas attribuer le sRGB, en haut attribuer le Adobe RGB. Voilà, et les couleurs sont redevenues semblables puisque Photoshop maintenant me montre ce que donnent les valeurs RGB sur du matériel Adobe RGB, ce que donnent les valeurs RGB sur du matériel sRGB. Et donc, comme j'ai adapté l'image en bas, voilà, ça fonctionne. Donc, vous connaissez le système maintenant pour faire en sorte qu'une image soit adaptée pour le web. Si je démarre de mon image Adobe RGB et que je l'enregistre pour le web, fichier exportation enregistré pour le web, vous avez d'office l'option ici qui s'enclenche. Donc, la conversion se fait à l'exportation de l'image pour le web. Ça, c'est le module d'exportation pour le web. Donc, il est prévu, on sait bien que pour le web, il faut que les images soient sRGB. Après la pause, je vous parlerai brièvement des images CMJN parce que c'est important de comprendre qu'en fait, vous pouvez faire sans. Alors, j'en reviens à mes images. Dans le menu fichier nouveau, si vous choisissez de faire un profil qui ne gère pas les couleurs du document, vous avez donc le mot RVB sans description en bas à gauche, là, quand on a demandé que la formule nous montre le profil du document. RVB sans description. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est typiquement quand on fait un travail au départ de rien dans Photoshop. Les couleurs que vous mettez dans cette photo, vous les choisissez sur votre moniteur et elles sont prévues pour votre moniteur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compensation à l'affichage, c'est pour ça qu'il n'y a pas de profil indiqué. Les valeurs RVB de l'image sont envoyées directement au moniteur. Il n'y a pas de simulation d'environnement puisqu'elle est prévue pour le moniteur sur lequel vous travaillez. C'est donc quand on fait fichier nouveau et qu'on dit ne pas gérer les couleurs de ce document. Et donc cette image, les valeurs RVB ne seront valables, ne donneront des bonnes couleurs que sur votre moniteur. À un certain moment, il faudra donc faire ce qu'on a fait pour l'image Adobe RGB tout à l'heure, dupliquer et convertir vers un certain standard pour pouvoir l'envoyer ailleurs, soit du Adobe RGB, soit du sRGB. Voilà. OK. Et ça, donc, faire des images prévues pour votre moniteur en tant que photographe, vous ne serez pas amené à le faire puisque vous démarrez toujours de photos qui viennent d'un appareil photo et elles sont... le RAW est développé vers du Adobe RGB ou vers du
autre chose, mais en tout cas, voilà. Vous avez toujours des images qui, au départ, sont prévues pour un certain matériel, qui n'est pas votre moniteur. Oui. Alors, si on veut faire une conversion de cette image Adobe RGB pour une impression, il faut savoir qu'on peut éventuellement l'envoyer telle quelle vers une imprimante jet d'encre et le RIP, le gestionnaire de l'impression de l'imprimante professionnelle, jet d'encre, va convertir l'image en CMJN vers le CMJN le plus adapté au type de papier que vous avez, sur lequel vous avez choisi d'imprimer. Parce qu'en fonction du type de papier, il faudra des quantités d'encre différentes, mais vous avez peut-être même pas besoin de vous en occuper. Vous envoyez l'image RVB vers l'imprimante et c'est le RIP donc, qui va s'en occuper. Le processeur d'image matricielle, le RIP, Raster Image Processor. Si c'est pour imprimer vers l'offset chez un imprimeur, certains imprimeurs ont sur leurs machines qui permettent de faire les plaques offset, qui vont être utilisées donc ces plaques sur la presse. Ils ont sur les machines qui font les plaques offset, sur les direct to plate, ils ont le même système que sur les imprimantes jet d'encre, c'est-à-dire vous pouvez envoyer une image RVB et ça va être converti vers le CMJN, les quantités d'encre qui conviennent pour imprimer vers le type de papier que vous avez choisi. Mais ce genre d'imprimeur est plutôt rare. La plupart du temps, les imprimeurs exigent une image CMJN. Et donc, c'est intéressant de savoir comment transformer cette image RVB en une image CMJN, adaptée au type de papier sur lequel vous avez choisi de travailler. Donc, je répète, pour une impression jet d'encre, vous avez intérêt à garder l'image RVB. Transformer l'image en CMJN pour faire une impression jet d'encre, ce n'est pas bon, parce que le CMJN, c'est un espace couleur très restreint par rapport aux couleurs que l'œil humain peut voir. Et l'imprimante jet d'encre est plus performante que l'offset de l'imprimeur, en fait. Voilà. Ici, on a des exemples. Le Adobe RGB montré en orange sur le schéma, le sRGB montré en noir, ça on les a vus jusqu'à présent. Et ici, en rose, vu qu'il y a des couleurs primaires et secondaires, c'est pas un triangle, mais en tout cas, c'est l'espace couleur de la presse. Et vous voyez que le CMJN, il y a plein de couleurs qu'il ne pourra pas reproduire. Donc, vous n'avez pas intérêt, quand vous imprimez sur une imprimante jet d'encre, à transformer vers un CMJN pour les presses de l'imprimeur. Parce que votre imprimante jet d'encre, elle est plus performante que la presse de l'imprimeur. Elle sait imprimer plus que ça, de nuances. Voilà un autre schéma qui montre le... Mais ici, il est un peu bizarre. Je ne vais pas m'y attarder. Alors, je redémarre de l'image Adobe RGB, je fais image dupliquée et je vais indiquer que ça va être une image pour une impression offset sur papier couché. Donc, je vais indiquer coated. C'est quoi du papier couché? C'est du papier qui a reçu un pelliculage de manière à ce que l'encre n'entre pas vraiment dans les fibres du papier. Au niveau photo, c'est ce qui donne le meilleur résultat. C'est le papier qui a été imperméabilisé et l'encre ne va pas vraiment dans les fibres du papier, elle reste en surface et au niveau gamme couleur, c'est large, c'est dynamique. L'autre type de papier, c'est celui qui n'a pas de pelliculage. Le papier qui est fibreux, c'est le uncoated, le non couché. Et là, l'encre va vraiment rentrer dans les fibres et au niveau des résultats, ce sera moins bon. J'ai des exemples dans ma voiture, il faudrait que j'aille chercher des exemples. Vous verriez la même image imprimée sur plein de types de papier, ça peut tenter de vous montrer ça. Et dans quel cas on prend l'un? Alors, dans quel cas on prend l'un ou l'autre? Dans le cas où la qualité des images compte beaucoup, on va faire sur du papier couché. Mais il se trouve que le papier non couché, fibreux, au niveau du toucher, il est plus intéressant
Aussi parce qu'il est moins courant. Les gens l'ont moins souvent entre les mains, le papier non couché. Et donc, même si les photos sont moins bonnes sur le papier non couché, ça fait plus luxueux. On va l'utiliser pour des cartons d'invitation, pour des publications où on veut vraiment se démarquer, donner un côté classieux. Et les photos seront un peu sombres, pas très dynamiques, mais tant pis, le toucher du papier prime. Alors, on va faire pour du papier offset coated européen, en fait. Européen. Voilà. Et donc, j'obtiens une image qui est toujours une image Adobe RGB pour l'instant, mais je vais la transformer pour qu'elle soit... Je vais la transformer, cette image, pour qu'elle soit adaptée pour une impression en 4 couches. Donc, pour l'instant, c'est une image en 3 couches, RGB. Ça va bientôt devenir une image en 4 couches, cyan, magenta, jaune, noir. Tout simplement, je vais lui attribuer, la convertir en profil. Pas lui attribuer, erreur de ma part, je vais la convertir en profil. Donc, édition, convertir en profil. Et si je choisis un profil CMJN, ça va transformer les 3 couches RGB en couches cyan, magenta, jaune, noir, qui vont contenir les bonnes quantités d'encre pour reproduire le plus proche possible les couleurs de l'image Adobe RGB sur le papier. Et donc, le papier couché ici, voilà, vous avez coated, Fogra 27 ou Fogra 39, lequel il faut choisir, vous demandez à votre imprimeur. Et le uncoated, il est ici. Vous n'allez évidemment pas utiliser les formats US, les profils US qui correspondent aux presses américaines. La différence, c'est principalement les encres qui n'ont pas la même couleur. En Europe et en Amérique du Nord, le cyan et le magenta sont du cyan et du magenta, mais pas la même teinte. Raison pour laquelle les amateurs de comic books recherchent vraiment les éditions originales, par exemple. Ça se voit tout de suite. Si c'est une édition européenne ou américaine, les encres ne sont pas la même couleur. Mais donc, vous n'allez pas convertir une image pour la presse américaine, à moins que vous allez... C'est pour imprimer en Amérique du Nord, mais ce sera jamais pour vous. Donc, autrement dit, Photoshop était mal réglé tout à l'heure s'il était réglé en web-coated. Web, ça veut dire quoi? Rien à voir avec l'Internet, ça veut simplement dire que l'alimentation en papier de la presse est sous forme de bobine. Web, ça veut dire bobine. Tandis que l'autre manière d'alimenter une presse en papier, c'est avec des feuilles prédécoupées. Et donc, on indique qu'elle est nourrie à la feuille, sheet-fed. Mais ça, c'est pour les plus petites presses chez les plus petits imprimeurs. Mais les grands tirages de magazines, c'est avec des bobines et c'est le web. Donc, je précise ici, rien à voir avec l'Internet, le web qu'on lit ici. OK, donc je prends par exemple Coated Fogra 39. Et là, vous avez déjà, si vous avez la case aperçu cochée, vous devriez déjà voir que les couleurs vont désaturer. Forcément, les couleurs les plus vives ne sont pas imprimables telles quelles. Si on veut les imprimer vives, il faudra avoir recours à des encres supplémentaires qu'on appelle les Pantone. Mais si on imprime avec 4 encres de base, cyan, magenta, jaune, noir, il n'y a pas de miracle. On ne sait pas montrer autant de couleurs que sur un écran. C'est là que vous avez peut-être le mode qui va vous aider éventuellement à préserver dans la mesure du possible, mais non, même pas. Ça change pas grand-chose ici. Il n'y a pas le choix. Quand c'est imprimé sur le papier, c'est forcément moins vif. OK? Bon, il existe des systèmes avec 6 couleurs où on ajoute de l'encre orangée et verte, mais c'est plutôt rare. Mais vous pourriez être amené à utiliser ça si vous imprimez dans des livres d'art. Ce sera en 6 couleurs. Regardez des livres d'art, des magazines haut de gamme. Regardez à la loupe, vous allez voir qu'il y a de l'encre verte et orangée en plus des cyan, magenta, jaune et noir. C'est ce qu'on appelle l'hexachromie. Hexachromie, H-E-X-A, puis chromie. Donc 6 couleurs. Mais ici, c'est du 4 couleurs. Et donc, voilà. On a 4 couches dans la palette des couches.
et on a des quantités d'encre qui vont permettre de reproduire exactement, enfin non, le plus proche possible les couleurs de l'image originale Adobe RGB. Si je fais une exportation, si je refais la même chose pour une impression sur du papier non couché, je vais obtenir des quantités d'encre différentes en fait. Hein. Logique, hein? Le papier étant plus buvard, il a besoin d'une quantité d'encre différente. Voilà, je duplique à nouveau mon image Adobe RGB, je la détache ici, je vais la convertir vers, cette fois-ci, le profil Uncoated Faux Gras. Faux Gras, c'est donc les normes européennes. J'obtiens une image 4 couches comme celle d'en haut à droite, sauf que elle est prévue pour du matériel, pour du papier non couché, donc du papier fibreux, l'encre rentre dans le papier et les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. Alors si je prends le vert ici, 46 17 103, et ici, 42 12 100. Là, 93 39 23 7. Oui, voilà. 140 22. Vous voyez, les mêmes couleurs qu'on voit là sur parce que Photoshop me simule les deux types d'impression. Il y a des différences, mais oui, au niveau du violet ici, la différence est forte entre le papier non couché et le papier couché. Et les quantités d'encre ne sont pas les mêmes. Voilà, mais je pense que vous avez un bon panorama. C'est une bonne introduction au profil couleur. Vous avez compris le principe. Le principe de base, on essaye toujours de conserver l'aspect des couleurs, ce qu'on voit sur l'écran ou sur le papier. Et pour arriver à faire ça, vu que les ingrédients ne sont pas les mêmes sur les différents périphériques, il faut modifier les quantités. Avez-vous des questions là-dessus? Voilà. Alors, je vais enregistrer les images CMJN et puis on va parler des messages qui apparaissent à l'ouverture. Ok, donc j'enregistre celle-là, celle pour le papier non couché, ça va m'intégrer le profil Uncoated Faux Gras 29. J'enregistre celle du haut aussi. Ça va m'intégrer le profil Coated Faux Gras 29, c'est pour le papier couché, celle-là. Ok. Voilà. Et alors, quand on ouvre une image, il y a parfois des messages. J'ai fermé toutes les images, là, après les avoir enregistrées, elles sont toutes un profil incorporé. Si elles n'avaient pas de profil incorporé et que je sais pour quel matériel elle est prévue, je devrais aller dans Édition, attribuer un profil pour renseigner Photoshop pour quel matériel elle est prévue. Hein. Si elle n'avait pas de profil dans ces métadonnées, mais que je sais pour quel matériel elle est prévue, après avoir ouvert l'image, je fais Édition, attribuer un profil. Alors, j'essaie d'ouvrir la sRGB ici, par exemple. Voilà, et vous avez le message. Non-concordance des profils incorporés. Donc, l'image contient un profil colorimétrique intégré, donc dans ces métadonnées, qui ne correspond pas à l'espace de travail qui est actuellement réglé dans Photoshop. C'est le Adobe RGB que j'ai réglé dans Photoshop, dans Édition couleur. Mais ça le dit ici d'ailleurs. Incorporer sRGB, espace de travail de Photoshop, Adobe RGB. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous ouvrez l'image en tant qu'image sRGB, et alors Photoshop vous montre dans la fenêtre de l'image une simulation d'un matériel bas de gamme, et vous pouvez la retoucher si vous voulez. Ou est-ce que vous voulez la convertir vers le Adobe RGB? C'est ce qui reviendra au même que de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, édition, convertir en profil. Sauf que ça le fait au moment de l'ouverture. Et j'obtiendrai une image une fenêtre qui serait une simulation d'un environnement Adobe RGB. Et là, je peux travailler, retoucher l'image. Et par rapport à la première version, j'ai plus de latitude, j'ai plus de possibilités de mettre des couleurs différentes dans la version sRGB si je retouche. C'est ça la différence. Et la troisième option, on l'utilise jamais, sauf si le profil incorporé, c'est n'importe qui l'a mis, il sait pas ce qu'il a fait. On va carrément le supprimer, ne pas en tenir compte. Mais c'est rare qu'on va faire ça. Et donc, c'est à voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez l'ouvrir en tant qu'image sRGB? Je vais essayer ça. Hein.
préférer le profil incorporé. Et vous voyez que malgré que Photoshop est réglé en Adobe RGB, j'ai ouvert l'image en tant que sRGB. Je la ferme, je la réouvre ici, cette image sRGB, et ici, je vais choisir l'autre option, convertir. Et donc là, ce n'est plus une image sRGB, c'est une image Adobe RGB. Elle a été convertie à l'ouverture. Ce qui est la même chose que si j'avais fait ouvrir l'image sRGB en préférant le profil incorporé. Donc, elle s'ouvre en tant qu'image sRGB. Et juste après, je fais édition, convertir en profil Adobe RGB. OK. Elle devient une image Adobe RGB. Les couleurs sont restées les mêmes. Oui, RVB sans description dans ce cas-ci. C'est un peu ennuyeux, c'est que il considère que mon moniteur est Adobe RGB. OK. Alors, si ça vous ennuie ces messages, vous pouvez automatiser les choses. Dans édition couleur, vous pouvez dire, ben non, on me pose pas la question à l'ouverture en cas de profil dans l'image différent du profil réglé ici. On me pose pas la question. Je vais automatiser les choses. Je vais soit ouvrir les images en conservant leur profil. Une image sRGB va s'ouvrir en tant qu'image sRGB, ou alors je vais les ouvrir en les convertissant vers le Adobe RGB. Et donc, si je fais ça, règle de gestion des couleurs, conserver les profils incorporés, en ayant décoché ceci, plus de message. Eh bien, quand j'ouvre l'image sRGB maintenant, voilà, il n'y a plus de message, elle s'est ouverte en tant qu'image sRGB parce que j'ai réglé Photoshop pour que quand une image contient un profil, on l'ouvre en tant qu'image, dans ce cas-ci sRGB. Vous vous souvenez que l'autre jour, on a fait du traitement par l'eau et ce genre de choses, il faut le régler avant de faire le traitement par l'eau. Dans la boîte traitement par l'eau, on avait coché supprimer les messages sur les profils colorimétriques. Si vous réglez correctement, comme je l'ai fait ici, les choses, que la boîte soit cochée ou pas, supprimer les profils, ça devrait rouler en fait, parce que des messages, il n'y en aura plus. Des messages sur les non-concordances de profils. Vous avez décidé, avec les règles de gestion des couleurs, ce qui arrive dans le cas où on ouvre une image qui a un profil différent inclus, différent de celui qui est réglé dans Photoshop. Bon, ben voilà, je pense que pour la gestion des couleurs, je termine avec juste une petite chose et puis vous avez eu un topo suffisant. Désynchronisation. Actuellement, les réglages qui sont là, d'ailleurs je vais régler le CMJN en Coated Fogra 39, c'est mieux. Les réglages qui sont là, ici, ces deux-là, ainsi que ceux-ci, eh bien, ils sont propres à Photoshop. Mais les autres logiciels de la suite Adobe n'ont pas les mêmes réglages. Et pour que les autres logiciels aient les mêmes réglages, ce qui va quand même faciliter les choses quand je vais transférer des éléments de Illustrator vers Photoshop, vers InDesign, etc. Eh bien, il faut enregistrer la description couleur de Photoshop en cliquant sur Enregistrer. Là, je suis dans Édition couleur. Je vais appeler ça Octobre 2015. Et je l'enregistre au bon endroit. Ça arrive directement au bon endroit. Donc, il n'y a pas besoin de chercher. C'est donc dans la boîte couleur. Je clique sur le bouton Enregistrer. Voilà, je peux même mettre un petit commentaire pour indiquer dans quel contexte ça doit être utilisé. OK. Mais j'ai pas mis de commentaire ici. Et pour que toutes les applications de la suite subissent les mêmes réglages, donc quand je passerai une image faite dans un logiciel vers un autre, il n'y aura pas de message, c'est nickel. Ce sera le même RVB dans Illustrator et dans Photoshop, etc. Eh bien, je dois passer par Bridge. Vous avez certainement Bridge qui est là installé,
qui est un logiciel qu'on sous-estime parce qu'il permet de faire quand même pas mal de choses. Bon, ce qui est vrai, c'est que dans Lightroom, vous avez un catalogueur qui fait un peu concurrence quand même à Bridge. Alors, où est mon petit Bridge ici? Le voilà. L'autre jour, je vous ai parlé d'un logiciel de renommage de fichiers. En ce qui concerne le renommage de fichiers, Bridge peut le faire sur des images, en fait. Et pour sa organisation, quelques secondes sur enregistré. Je l'ai enregistré, oui. Ça le fait dans tous les logiciels de la. Ah non, non, on a juste enregistré la description de Photoshop, la description des réglages de Photoshop, et c'est dans Bridge que je vais l'appliquer à tous les logiciels. C'est pour ça que je vais dans Bridge. D'accord. Ok, je me suis en setting. Ben, dans Photoshop, tu l'enregistres, mais c'est celui de Photoshop que tu enregistres, que tu envoies dans le dossier Settings. Oui, à cet endroit-là, pas besoin de changer. Et on va demander maintenant à Bridge de l'appliquer sur tous les logiciels. OK. Ah voilà, c'est ici en fait. Au passage, je vous parle de Bridge un tout petit peu. Je vous ai parlé d'un logiciel de renommage de fichiers qui permet de renommer tout type de fichiers. S'il s'agit de renommer des images, vous avez déjà dans Bridge un outil qui s'appelle changement de nom global. Vous pouvez ajouter des préfixes, des suffixes, numérotés, etc. Les images que vous sélectionnez là-dedans, dans les fenêtres de Bridge. Alors, ici, il faut aller dans le menu Édition, paramètres de couleur. Édition, paramètres de couleur de Bridge, donc dans Bridge. Et là, dans la liste, vous allez trouver votre réglage que vous avez enregistré. C'est par ordre alphabétique, voilà. Octobre 2015, c'est le nom que je lui avais donné. Et vous allez cliquer sur Appliquer. Ne reliez pas, en fait, Vous ne le voyez pas? Est-ce que vous avez ceci Est-ce que ceci est coché? Non. Ben, cochez-le, vous allez peut-être voir apparaître votre paramètre. Vous l'avez pas enregistré dans le bon dossier? Ça, c'est malin. Il fallait le laisser dans le dossier qui était proposé. C'est bien dans les settings. Et donc, ici, je clique sur Appliquer. Rien ne se passe. La seule différence, c'est que maintenant, quand je retourne dans Photoshop, par exemple, dans Édition couleur, plutôt que de m'indiquer que la suite est désynchronisée, ça m'indique qu'elle est synchronisée. Et donc, ça veut dire que si je vais dans Illustrator, voir le même Illustrator, et la même suite, parce qu'il ne faut pas commencer à mélanger la 2014 et la 2015, évidemment. C'est pour la même suite. Donc, j'étais dans Photoshop 2015, je suppose. C'était un common thing pour. Voilà, je suis dans Photoshop 2015. Et dans Illustrator 2015, je vais retrouver les mêmes paramètres. Bien, vous avez de la chance que ça ait fonctionné parce qu'il y a beaucoup de centres de formation où c'est bridé. On n'arrive pas à modifier ça. Il faut être en mode administrateur pour le faire. Alors, je suis dans Édition couleur de Illustrator et je retrouve les mêmes réglages que ceux que j'ai mis dans Photoshop. Vous voyez, ça va éviter de devoir ouvrir chaque logiciel, aller dans Édition couleur, régler les mêmes réglages. Là, d'un coup, en passant par Bridge, c'est fait. Si vous ne faites pas ça, si vous ne synchronisez pas les couleurs sur la suite, vous allez faire un logo dans Illustrator. Quand vous allez l'amener dans Photoshop, il y aura un message. Des messages qui vont dire qu'il y a des problèmes couleurs, qu'il faut adapter, convertir, etc. Voilà, et donc si vous vous intéressez à la gestion des couleurs, sur votre CV, vous pouvez marquer comme compétence, donc j'avais commencé à le dire tout à l'heure, mais je n'avais pas fini, vous marquez notion de profil couleur ICC, notion de gestion des couleurs avec les profils couleurs ICC. Parce que si vous mettez juste gestion des couleurs, les personnes, les responsables de ressources humaines qui sont pas toujours très au fait de la technologie vont penser que si vous mettez gestion des couleurs, ça veut dire que vous faites de la retouche Photoshop. Ils vont pas commencer à penser que c'est les profils couleurs et le contrôle de la couleur. Vécu, si j'en parle, c'est parce que c'est vrai. Donc, il faut préciser parce que dans l'idée de beaucoup de
responsable de ressources humaines, voire même de patron d'entreprise un peu déconnecté de la réalité. Gestion des couleurs, c'est une personne qui fait la retouche des photos, quoi, tout bêtement.